Voilà. Bonsoir, je suis ravie de faire votre connaissance, c'est chouette, il y a une diversité de métiers, d'entreprises. Donc moi je suis Sandrine Poirier, je travaille dans la zone d'activité ici depuis maintenant 2 ans, à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Donc on a racheté il y a 2 ans, presque 2 ans, les anciens locaux de Pôle emploi. Qui sont juste derrière la rue de la Juine, donc avaient été inhabités pendant un certain temps. Et nous, on était jusqu'à présent dans des locaux en centre-ville d'Orléans, mais qui étaient devenus trop petits, plus fonctionnels pour la grandeur de notre structure, puisqu'on est presque un peu plus de 20 salariés sur le site à Orléans. Et on reçoit beaucoup de réunions, donc d'ailleurs, on a une salle qui peut accueillir des réunions si besoin. On mettra à disposition un jardin aussi. On a un grand espace vert à l'extérieur, donc on peut imaginer des choses. Voilà. Et donc mon poste, c'est que je suis responsable communication, donc on a un pôle communication à la fédération. Donc ce que je vous propose, c'est un petit film pour commencer, qui vous présentera un peu c'est quoi les conservatoires d'espaces naturels. Ça dure 4 minutes je crois. Et puis voilà, on est à l'intérieur, mais ça vous projettera un peu plus à l'extérieur. Donc je vais sortir de mon... Quand je fais des tournées de surveillance ou que je me déplace sur le site, souvent le matin ou en fin de journée quand il n'y a personne, là on se retrouve avec un espace complètement vierge, où il y a du coup la place que pour la nature. Je travaille dans un conservatoire d'espaces naturels comme technicien de gestion. Et ce qui m'a plu dans ce métier, c'est que c'est un métier très complet, très diversifié, sur lequel on arrive vraiment à avoir un levier pour des actions concrètes sur un territoire donné. On travaille aussi bien avec les élus, les citoyens, les randonneurs, les pêcheurs, les chasseurs, etc. Enfin, on va travailler avec tout le monde pour un objectif commun. J'ai pas d'autres structures en tête, en fait, autre qu'un conservatoire d'espaces naturels, qui me permettrait de me prodiguer ce genre de projet et ce genre de valeur au quotidien. Ça vaut tout l'or du monde pour le coup. Il y a ma 6, mon 13, mon 15, Nougat, Nestor. On fait de la restauration d'espaces naturels avec ce troupeau-là qui permet d'avoir un pâturage super efficace pour la biodiversité. C'est une passion vraiment qui peut être dévorante, hein. Mais à côté de ça, c'est super gratifiant et puis moi je ne ferais pas autre chose aujourd'hui que ce métier-là. Je me dis même pas que c'est un métier, je me dis que c'est une vie. On emmène des groupes sur les espaces qu'on gère pour pouvoir justement leur présenter l'environnement, leur faire connaître les lieux. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de comprendre mieux pour mieux préserver et tout ça ensemble. Quand ils vont partir, ils vont dire ah, bah, c'est super ce que vous faites, avec un bon sourire et à dire continuez ce que vous faites. Voilà, ça donne que du bonheur et on dit bon bah voilà, je rentre dans ma voiture et je continue ce que je fais. Quand je trouve une nouvelle espèce, je suis assez content. Mais surtout quand j'arrive à convaincre un propriétaire de signer une convention avec le conservatoire, ça c'est vraiment le summum pour moi. Depuis tout petit, je suis passionné par la nature et pouvoir allier passion et conviction, c'est vraiment la chose qui m'a motivé à travailler au conservatoire.
c'est du temps, c'est de la passion. On est bénévole parce qu'on aime quelque chose. Là, c'est une association pour la nature, donc c'est parce qu'on aime la nature. C'est à la fois se faire plaisir, parce qu'il y a aussi cette dimension, bah tiens, je pense aussi à moi, je vais sur des endroits que j'aime bien, je rencontre des gens qui sont sympas. Et puis en plus, j'apporte quelque chose à l'équipe, j'apporte quelque chose à la nature, à un site. Pour moi, conservateur d'espace naturel, c'est l'essentiel. C'est la nature et c'est le retour à l'essentiel. C'est une base, c'est indispensable, c'est vital. Connaître, protéger. Gérer, valoriser. Partout en France, des milliers de bénévoles et de salariés participent chaque jour À protéger plus de 3000 sites avec les conservatoires d'espaces naturels. Alors comme nous, agissez pour la nature dans les territoires. Engagez-vous avec les conservatoires d'espaces naturels. Je vais juste vous redire qu'est-ce qu'un conservatoire d'espace naturel. Je vous ai amené cette petite brochure, donc le tableau de bord qui représente en fait un peu les grands chiffres, la dimension nationale des conservatoires d'espace naturel. Donc un conservatoire d'espace naturel, sont principalement des associations, donc on est statut associatif, on n'est pas des entreprises, des PMI, mais on est association vraiment. Donc on tient beaucoup à cette assise citoyenne. Alors on est moins connu que d'autres grandes associations au niveau national, mais on a aussi ce socle associatif. Et chacune de nos associations est administrée par un conseil d'administration composé de bénévoles, un conseil scientifique composé de bénévoles. Enfin, on a beaucoup de bénévoles à nos côtés, aux côtés des 1000 salariés qui composent le réseau. Donc, un conservatoire d'espaces naturels, donc son principal objet, c'est la préservation des espaces naturels par différents moyens. On a différentes missions, ça se décompose, les 5 principales missions, c'est ce qu'on a pu voir dans le film. C'est la connaissance, donc pour bien protéger quelque chose, il faut connaître ce qu'on a, la richesse du site. La protection, ensuite on voit, une fois qu'on a repéré quelque chose vraiment à protéger, une orchidée, un oiseau, enfin quelque chose qui a une valeur importante, on voit quel mode de protection on va pouvoir mettre en place. Ensuite, on fait des interventions de gestion. L'orchidée, elle va peut-être avoir besoin d'un peu plus de lumière parce qu'elle est étouffée par des broussailles ou des choses comme ça. Donc, on va mettre en place de la gestion. Ça peut être mettre en place un troupeau, ça peut être différents axes de gestion. Je vais très vite, je synthétise, mais voilà. Et ensuite, on a aussi un axe qui est très important pour nous, qui est la valorisation. Ça, c'est emmener des gens sur le terrain, des familles, des écoles, pour les sensibiliser et leur montrer nos actions et les impliquer sur leur territoire. On tient aussi beaucoup aux actions de territoire, à ne rien imposer sur un territoire, mais travailler en collaboration avec les gens qui vivent sur le site à proximité, les habitants, l'agriculteur, l'école, la collectivité, etc. Donc il y a vraiment un travail d'animation du territoire et c'est ce qu'on appelle l'accompagnement des politiques publiques. Donc c'est accompagner les acteurs publics. Et c'est pour ça que dans toutes ces missions, le monde de l'entreprise, on ne le côtoie pas forcément. Donc moi je représente la fédération. On a la particularité d'être la fédération nationale mais localisée à Orléans. C'est assez rare dans le monde associatif et dans le monde... souvent, les fédérations sont à Paris. Et en fait, la fédération, elle a été créée avant tout sur des actions autour de la Loire. Et c'est pour ça qu'elle s'est implantée historiquement en 88-89 sur l'Orléanais. Et depuis, on est resté sur Orléans. J'étais pas là à l'époque, je le précise, mais voilà. Donc c'est une histoire. C'est une histoire des conservatoires d'espaces naturels qui a débuté il y a plus de 40 ans. Les premiers conservatoires, c'était dans les années, fin des années 70, Alsace, Provence, Alpes, Côte d'Azur, ces territoires-là où il y a eu cette dimension de structurer un peu la protection des espaces naturels sous la forme conservatoire, donc avec l'acquisition. En fait, la particularité des conservatoires, si on compare à d'autres associations de protection de la nature, c'est qu'on a une forte action sur le territoire, sur le foncier. On va acquérir des sites, on va faire des contrats avec les propriétaires de sites, etc. Donc on est vraiment impliqué sur le territoire. On a des sites en gestion.
Et il y a d'autres associations de protection de la nature qui n'ont pas cette spécificité, qui vont avoir le volet valorisation, qui accompagnent des groupes, qui font de la sensibilisation. Les conservatoires, nous, on fait en plus cette dimension sur le territoire, sur l'espace. Donc on conserve les espaces naturels, comme notre nom l'indique. Et puis voilà, au fur et à mesure des années, et les derniers conservatoires à avoir rejoint le réseau, c'est la Guyane et l'Île-de-France aussi. C'est une région où il n'y avait pas de conservatoire d'espace naturel jusqu'à maintenant. Alors ça a beau être l'Île-de-France, c'est encore une petite structure qui n'a pas de salariés, uniquement des bénévoles, mais ça va venir. Donc voilà où nous sommes implantés. On n'est pas en Bretagne, le tissu associatif environnemental est fort et dynamique en Bretagne, donc les conservatoires n'ont pas trouvé leur place, pas encore. On est 1000 salariés, voilà. Donc là vous voyez sur la carte l'implantation des conservatoires en France. Et les carrés rouges, c'est l'implantation de la fédération, donc je vais y venir. Donc on protège 3800 sites à l'heure actuelle en France. Donc ça veut dire qu'on est présent sur une commune sur 8. Il y a un site, alors des fois on ne le sait pas, mais il y a des sites conservatoires. Ça représente 145 000 hectares. On a 1200 sites parmi ces 3800 qui sont en pleine propriété, dont on est propriétaire. Et en termes de milieux, on a principalement des milieux humides, qui sont des milieux très fragiles. Donc des zones humides, des marais, des tourbières. Donc ça, c'est vraiment des espaces menacés, fragilisés par pas mal d'activités. Donc on laisse principalement ça, 37%. Et après, ça va être des milieux prairies, des milieux pelouses, qui sont des milieux qui présentent une biodiversité très spécifique. Mais par le fait qu'on arrête le pâturage, on arrête certaines pratiques agricoles, on a une perte de biodiversité. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est bel et bien le cas. En fait, quand on demande aux gens c'est quoi pour vous le milieu le plus riche, souvent on cite la forêt. Oui, une forêt c'est riche, mais il y a beaucoup moins d'espèces dans une forêt que dans une prairie. Et une prairie, si elle n'est pas pâturée, s'il n'y a pas d'intervention humaine, la forêt, ça s'enfriche et on perd cette diversité. Donc des fois, on est amené à intervenir. On a plein de sites où on n'intervient pas, on laisse les choses se faire, et puis il y a d'autres sites où on intervient un peu plus. Donc c'est mosaïque de milieu, mosaïque d'intervention. Je vais un peu assez vite, on a beaucoup de partenaires, on est principalement financé par des fonds publics, mais aussi les cotisations de nos membres, donc l'Europe, l'État, les régions, les départements, les collectivités. On vit aussi de certaines prestations que l'on peut faire. C'est assez diversifié et on développe aussi beaucoup de partenariats et du mécénat auprès des entreprises. Donc voilà, je vais assez vite, mais juste pour rappeler aussi la force de notre assise citoyenne. On fonctionne beaucoup avec des bénévoles qui soutiennent et qui sont... Mon employeur est un bénévole, le président de mon association est un bénévole, quelqu'un qui s'implique à titre privé pour gérer l'équipe. Et donc voilà, juste la fédération, donc on est principalement à Orléans, le siège, avec tous les services administratifs, la communication, et puis on a aussi des collègues sur Besançon, sur la thématique des tourbières et la thématique des chiroptères, des chauves-souris. Et on a également une collègue sur Lyon qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec le Rhône. Voilà, ça c'est la présentation de qui je suis, de qui on est. Comme on est un peu nouveau dans la zone, je trouve ça intéressant de représenter qui on était. C'était un petit peu long. J'en reviens à la présentation de la thématique de ce soir, la responsabilité sociale des entreprises. Alors il y a différents, derrière RSE, on peut dire responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Enfin voilà, il y a le R, responsabilité, le S c'est soit social, soit sociétal, et entreprise, pour le E. Alors des fois ça se transforme en responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Enfin il y a différentes façons de remplacer l'acronyme.
Au niveau des définitions, alors j'ai conçu le PowerPoint avec beaucoup de liens. En fait, quand vous tapez RSE sur internet, il y a énormément de ressources, de films, de publications. Enfin, c'est un peu, c'est très foisonnant, mais du coup on s'y perd un peu. Du coup, j'ai sorti quelques éléments. Il y a quelques références de sites où vous pourrez aller revoir les vidéos. Ça sera plus parlant. Donc là, j'ai fait une petite synthèse en fait de ce qu'on peut trouver. Il y a sûrement d'autres choses. Donc je vous présente dans une première partie, mais très rapide, la définition de la RSE, le principe. Ensuite, je vous présenterai deux exemples en fait de mise en œuvre de la RSE dans des dispositifs différents dans lesquels on intervient. Et puis après, je vous montrerai quelques exemples, mais très rapides, d'intervention, de soutien dont on a pu bénéficier, dont on peut bénéficier dans le cadre de la politique RSE de certaines entreprises. Voilà, pour vous mettre en image un peu des pistes d'action, des pistes de réflexion. Et puis ensuite, on pourra échanger et discuter. J'ai mis de la documentation à votre disposition aussi que vous pourrez prendre à la fin de la présentation. Donc si on revient à la définition de la RSE, il y a différentes définitions, mais là je vous ai mis celles qui me semblent le mieux résumées. Donc la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Ok, donc après voilà, si on décortique, c'est quoi les enjeux du développement durable, enfin voilà, il faut creuser. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est l'intégration volontaire. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait le mot volontaire par les entreprises, des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. Et je trouve que cette définition est beaucoup plus complète puisqu'il y a vraiment des mots clés parce que dans la RSE, il y a la dimension des parties prenantes. En fait, on ne doit pas que s'interroger sur sa pratique, mais aussi sur l'interaction qu'on a sur son territoire. Et c'est vrai que ça élargit le propos de la RSE. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, j'ai découvert ou redécouvert une chaîne où il y a plein de petits films sur la RSE, je les trouve très bien faits. Alors c'est souvent ce qu'on trouve, ce sont des petits films à vocation commerciale. Ce sont des structures qui proposent leurs services et qui vulgarisent les notions de la RSE pour ensuite vous proposer un accompagnement. Toutefois, ces vidéos sont disponibles et elles permettent peut-être de partager ces notions de RSE avec vos collaborateurs au sein de votre entreprise et d'évoquer ces thématiques-là. Elles sont très bien faites, très didactiques, très courtes. Rien n'engage à travailler avec l'entreprise qui les a proposées. Et là, il y a une chaîne YouTube, mais pareil, vous retrouverez les références dans le PowerPoint, qui revient sur l'historique de la RSE. En fait, c'est une notion qui est finalement assez ancienne. Il y a même des références aux pratiques au 16e, 17e siècle, où notamment les religieux, toutes les églises, par leurs principes moralisateurs vis-à-vis des commerces, vis-à-vis des entreprises, venaient édicter un peu des règles de bonne conduite. Donc c'est un peu l'ancêtre de la RSE. Mais on a surtout en référence un professeur d'université américain, Archie B. Carroll, je ne connais pas personnellement, mais voilà, c'est son petit nom, qui dans les années 80 a posé les principes de la de la RSE. On n'avait pas appelé ça la RSE, mais il a posé 4 piliers sous forme de pyramide qui expliquent ce qu'est la RSE finalement. Donc c'est la RSE, responsabilité économique. Donc il faut qu'une entreprise soit rentable pour son créateur, mais pour ses salariés. Faut qu'elle soit responsabilité légale, c'est-à-dire qu'elle respecte la loi, et responsabilité éthique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit juste, honnête, c'est-à-dire qu'elle fasse pas n'importe quoi vis-à-vis de l'environnement notamment. Et puis il y a aussi la responsabilité philanthropique. Il a institué le fait qu'une entreprise, il fallait à terme qu'elle fasse bénéficier de sa réussite à la société. Voilà, ça c'est un principe qui a été énoncé. On est dans l'ordre, c'est de la théorie tout ça, mais ça vient conforter les principes de la RSE.
Alors la RSE, c'est aussi un référentiel partagé au niveau législatif. Alors on est vraiment sur une notion de principe volontaire. Il n'y a pas, à part sur des grands groupes, sur des grosses entreprises, il n'y a pas nécessairement dans la loi un règlement qui impose à la PME de s'engager dans un principe de RSE. Donc c'est vraiment, on est sur la base, voilà, c'est des principes énoncés dans certaines lois. C'est aussi une démarche de certification. Ça peut devenir en fait une certification qui après va aussi contribuer à valoriser la démarche de l'entreprise, à répondre plus aux attentes du client. Enfin, on est par l'environnement confronté à ça, et les gens sont beaucoup plus regardants sur comment que fait l'entreprise, et les enjeux d'environnement deviennent importants. Donc là, c'est encore un extrait de vidéo, et voilà, j'ai extrait les éléments de la norme ISO. Donc il y a une dimension sociétale, sociale, environnementale. Donc on revient sur la notion de respecter les lois, avoir un comportement éthique transparent, participer au développement durable, à la santé. Donc c'est aussi la notion d'avoir des collaborateurs en bonne santé, le bien-être, etc. Et puis prendre en compte les demandes de toutes les parties prenantes. Donc c'est ce qui se passe en amont et après dans votre entreprise. Donc c'est vos clients, mais c'est aussi vos fournisseurs. C'est vraiment toute la sphère qui entoure l'entreprise. Donc là c'est encore un nouveau schéma, mais donc on voit les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Donc c'est tout ce qui se passe avant, pendant, enfin dans l'entreprise et après. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'élargir sa responsabilité à ce qui se passe avant et après. Alors un autre petit schéma qui en fait décompose la RSE. Donc je reviens sur cette notion d'engagement volontaire. Donc c'est pas uniquement prendre en compte les obligations légales, c'est aller au-delà et c'est volontaire. C'est donc aussi la notion environnementale. Donc ça, je vais plus détailler cette partie-là parce que c'est dans cette partie-là que les conservateurs d'espaces naturels interagissent le plus avec les entreprises. Et voilà, on redit, je pense que je pense que vous avez compris. J'ai mis plusieurs schémas, plusieurs visions pour que peut-être certains sont plus à l'aise avec des schémas comme ça, d'autres voilà. Donc comme ça, c'est les mêmes choses mais dites de différentes façons, pardon. Alors, quelques pistes sur tout ce qui est RSE dans la sphère préservation de l'environnement. Alors, il manque des accents, je sais pas, ils ont sauté. Donc, par exemple, c'est faire des économies sur ses ressources. Alors, c'est des exemples, c'est très schématique, il faut aller un peu plus loin, il faut s'interroger. Mais là, c'est quelques pistes. Inciter ses collaborateurs à prendre les transports en commun, la mobilité douce, réduire ses déchets, faire des économies d'énergie. Tout ça, ça vient s'inscrire dans une politique de RSE d'une entreprise. Alors maintenant, je vais vous présenter deux dispositifs dans lesquels les conservateurs d'espaces naturels interviennent et dans lesquels vous allez pouvoir peut-être chercher aussi des éléments de bibliographie, des éléments de méthodo pour enrichir votre démarche et puis peut-être aller un peu plus loin, analyser vos pratiques actuelles puis aller peut-être un peu plus loin. Donc les conservateurs d'espaces naturels, on intervient, on est associé à la thématique engagée pour la nature, enfin au dispositif, au programme engagé pour la nature qui est un programme animé par l'OFB, qui est un organisme de l'État, enfin l'Office français pour la biodiversité. Peut-être vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez cette entité, donc une entité, ils sont à Paris, mais ils ont aussi des antennes en région. Et donc l'Office français pour la biodiversité, c'est la fusion, ils ont récemment fusionné, enfin ça fait quelques années maintenant, entre l'Office français pour la chasse, c'est ça, l'Office français pour la chasse et l'OIE. Voilà, allez chercher, mais en tout cas il y avait des services un peu similaires sur les territoires, donc ils ont un peu regroupé, voilà, c'est l'idée de... et donc l'Office français pour la biodiversité, notamment, anime un dispositif qui s'appelle Engagé pour la nature, qui se décline en différents sous-programmes, et notamment un programme qui s'appelle Entreprise engagée pour la nature. Donc là on est vraiment... En entonnoir, on parle de la RSE et on parle du volet environnement, mais il n'y a pas que l'environnement. Mais
vu ma casquette, je vais vous parler de l'environnement. Je pense que si on avait des intervenants, ça aurait pu être plus le social, enfin voilà, il y a différents volets. Et donc ce dispositif, il est assez intéressant parce qu'il propose une méthode, il propose d'intégrer la protection de la biodiversité, de la nature dans sa démarche, alors en fonction de son activité, on n'aura pas forcément le même impact sur la biodiversité, donc c'est assez intéressant de voir, d'analyser si on peut agir sur nos fournisseurs, etc. Donc il y a toute une méthode qui est assez intéressante, le dispositif se veut ouvert à toute entreprise de toute taille. Il n'y a pas forcément besoin d'être une grosse entreprise pour pouvoir intégrer le dispositif. Des entreprises débutantes, des entreprises initiées. Ils animent une démarche en fait avec une adhésion, des grands principes. Ils proposent aux entreprises de s'engager sur des objectifs et ils aident les entreprises à aller un peu plus loin dans leur dispositif. Donc voilà, c'est une façon un peu de labelliser sa démarche. Je vais assez vite, je crois qu'il y en a qui ont des impératifs horaires. Et donc sur cette base, sur ce dispositif, vous retrouvez, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un accès à des outils qui sont didactiques, il y a vraiment de la matière biblio, il y a aussi des événements qui sont proposés, des webinaires, des rencontres d'entreprises. Ça donne aussi de la visibilité aux entreprises qui sont engagées. Il y a un club, il y a plusieurs communautés d'acteurs, c'est assez diversifié. Je vous invite à aller découvrir. Et là, je vous ai mis le PowerPoint n'est pas de moi, mais voilà, quelques-unes des entreprises, 140 entreprises engagées, 140 entreprises adhérentes et 61 entreprises engagées. Donc après, il y a différents paliers, différents niveaux d'engagement. Donc ça, c'est le premier dispositif dont je voulais vous parler, qui est un entonnoir autour de l'environnement, de la biodiversité. Je voulais aussi vous parler du dispositif 1% pour la planète, qui est un autre dispositif avec une dimension de mécénat où des entreprises s'engagent à verser chaque année 1% de leur chiffre d'affaires à des associations qui font des actions pour l'environnement. Et donc c'est le cas de la Boulangère Bio, qui est donc une entreprise qui nous soutient depuis 2020 maintenant, et qui, dans le cadre de sa démarche RSE, a choisi de s'engager dans le 1% pour la planète. C'est une façon aussi d'être reconnu, de bénéficier, d'être valorisé. Donc il y a tout type d'entreprise dans ce dispositif. C'est 1% pour la planète, c'est un dispositif qui a été lancé par le dirigeant de la marque Patagonia. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de textile pour les gens qui font des sorties nature, des choses comme ça. C'est du textile de haut de gamme, on va dire, enfin en tout cas résistant, etc. Et il a voulu aller plus loin. Et moi j'équipe des gens qui vont dans des espaces naturels, mais le bénéfice de mes ventes, mon chiffre d'affaires, 1% pour les entreprises. Donc la boulangère, eux ils ont choisi de concrétiser leur engagement RSE par le 1%. Mais c'est une façon, il y a d'autres façons, mais c'est un exemple, et c'est aussi parce qu'on est donc bénéficiaire de leur démarche que je voulais vous en parler. Donc eux ils ont choisi de soutenir quelques axes, l'agriculture, les actions autour de la protection de la ressource en eau, et uniquement à proximité des sites de production de leur viennoiserie, de leur pain. Donc ils ont 7 sites en France, et comme nous on est implantés aux mêmes endroits, il y a une synergie par rapport au territoire. Donc ils fabriquent du pain, des viennoiseries, vous les connaissez sûrement, ils ont toute une gamme bio. Ils sont engagés dans le bio depuis 2001, c'est a priori une des premières marques engagées sur cette thématique-là, enfin en tout cas, dans le pré-emballé, c'est une des premières marques à avoir fait du bio. Et nous, ils nous soutiennent sur des actions de soutien pédagogique, donc la création des livrets, cahiers d'activité que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils nous soutiennent sur de l'accompagnement, de la valorisation, principalement des actions à visée pédagogique pour qu'on crée nos supports. En fait,
voilà, souvent des difficultés à pouvoir créer des beaux supports, des panneaux, de la signalétique. Donc ils nous aident notamment sur ces actions-là. Ils financent aussi un film, enfin voilà. Donc c'est un autre exemple de mise en place de la RSE. Et puis après, je vais vous citer d'autres petits exemples qui sont un peu plus récurrents au sein des conservatoires d'espaces naturels. On a souvent, par exemple, des sollicitations d'entreprises pour de l'intervention, de l'immersion, en fait, de leurs salariés en espace naturel. Donc là, c'est vraiment le côté de reconnecter à la nature son staff, son équipe, et on propose, en fait, on a toujours besoin de mains sur le terrain, et on a différents exemples. Là, je vous ai mis par exemple en Franche-Comté, c'est les salariés de Black & Decker, ceux qui font les outils, qui ont à la fois fait une dotation de matériel et à la fois sont venus intervenir sur le terrain pour faire de l'entretien d'espaces naturels. Et donc là, c'était, du coup, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils sont intervenus sur une pelouse pour faire un petit coup de main à l'entretien de cette pelouse. On a aussi plein d'autres exemples, ça peut être des interventions de plantation, de ramassage de déchets. Donc là par exemple en Lorraine, c'est un cabinet d'experts comptables. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément un lien. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont consacré une journée, c'était une journée solidarité pour ramasser des déchets, débroussailler, pareil une pelouse. Et puis là, le dernier exemple, alors il y en a plein, c'est vraiment principalement par ce biais-là, ces chantiers. On fait des chantiers pour les citoyens, les familles. Donc on a chaque année 200 chantiers à l'automne partout en France. Mais avec les entreprises, c'est vraiment la porte d'entrée en fait. Et en Isère, alors là c'est encore un autre projet avec la création d'une mare, et là il y a une entreprise qui est venue cette fois-ci pour carrément aider à creuser la mare. Donc ça doit être une entreprise de jardin, je n'ai plus son nom, mais il y avait eu de mis en place une intervention pour creuser la mare, et aussi une intervention une course solidaire où en fait les gens faisaient la course et une partie des bénéfices était reversée à cette action-là. Voilà, un projet très complet avec l'école impliquée, la collectivité, une entreprise, enfin, voilà, donc c'est différentes façons. Après, je vous ai proposé aussi d'autres exemples. Un dernier exemple qui est tout récent, c'est la CARSAT du centre qui nous propose en fait du don de mobilier. C'est aussi une autre façon en fait d'intégrer la RSE dans sa démarche pour réduire en fait du mobilier amorti, voilà, qui jusqu'il y a quelques années allait plutôt vers la déchetterie, ou voilà, il n'était pas valorisé. Là, ils ont vraiment une démarche de valoriser leur mobilier. Donc là, on a eu du don de chaises pour un salon, on a eu du don d'armoires. Enfin, là, c'est aussi, voilà, on dit s'intéresser à ce qui se passe de nos déchets, notre mobilier. Donc là, c'est encore une autre façon d'intégrer la RSE dans sa démarche. Et puis plus récemment, on a le Vivara, qui est une entreprise qui commercialise des produits pour favoriser la faune sauvage, donc des nichoirs, voilà, différentes choses qui eux aussi ont soutenu ce cahier d'activité. Voilà, on a plein d'exemples à plein de niveaux différents autour de la RSE par des entreprises. Voilà, j'en ai fini, il me reste ce dernier slide qui vous rappelle notre site web, nos réseaux sociaux, et puis voilà, je vous invite aussi à reconsulter le tableau de bord qui présente qui en est un peu plus, et puis à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci.